même pas un vrai militaire. Mais il est là depuis, je ne sais pas combien, 50 ans peut-être maintenant. Donc, il y a quelque chose qui fait que il y a certains qui ont des... Une petite, non, mais 5 ans, mais après, il est là, je crois qu'il va mourir là, mais bon. Et non, là, tu m'as fait parler fort. Oh, moi, je vais retourner un peu. Hein. Voilà. Donc, il y a ça. Et selon cette répartition, donc, il y a ceux qui sont prêts à gouverner ont des dispositions pour le faire, et les autres ont des dispositions complémentaires pour accepter ça. Alors, quand je disais que cette instance préfigure des modèles réglés, bon, alors là, je pensais à... C'est un exemple. Hein. En Afrique, on dit, certains disent que c'est Bongo qui l'avait formulé clairement. D'autres dire que c'est pas Bongo, mais bon. Il y a l'idée selon laquelle on n'organise pas les élections pour les perdre. Vous avez déjà entendu parler de ça. Et vous voyez que quelque part, dans beaucoup de cas, ça semble se réaliser. Alors, ce que je trouvais, bon, là on va dire oui parce que comment, ils oppriment les gens. Ok, bon. Mais dans le cas de Bongo, par exemple, son fils a organisé une élection qu'il n'était pas censé perdre, pardon, mais qu'il a quand même perdu. Qu'il a gagné. Non, non, il n'a pas gagné. Il a donné l'illusion de gagner pendant 30 minutes. Voilà. Et puis après, il y a l'autre qui prend et qui, maintenant, est resté là à confirmer. Donc, ça veut dire que là, à ce moment-là, ce qui peut être intéressant, c'est de voir, en fait que là, si on accepte cette idée, hein, que c'est ça concerne la totalité politique, on peut avoir des temporalités comme ça pour travailler sur l'élection qui soit beaucoup plus liée au fait électoral lui-même. C'est-à-dire que ce qui a commencé avec Bongo, ça, des missions, comment dire, quand on le démet, en fait, on peut dire que cette confrontation électorale, si on veut, on peut dire qu'elle a commencé au moment où Bongo organisait pour pas perdre, jusqu'au moment où Oligui est maintenant consacré en tant que président. Alors, c'est la même chose avec ces modèles aussi. On dit, par exemple, comment, à Madagascar, on ne finit pas son deuxième mandat. Vous avez vu aussi que là, il n'y a pas longtemps, il y a un mois, il a été démis alors qu'il était dans son deuxième mandat. Et d'ailleurs, lui, il avait été élu, on avait l'impression qu'il était tout puissant. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment il avait été réélu. C'est-à-dire que, alors, il y avait même les membres de l'opposition qui avaient posé leur candidature. Et puis après, il y a eu des controverses sur la nationalité du président. Et c'est là qu'on se rend compte que le président était français. Mais pourquoi? Grosso modo, hein, comment se fait-il quand on n'était pas rendu compte avant? On se rend compte que là, maintenant, et ça devient un problème. Donc, pratiquement tous les candidats sérieux se désistent et veulent boycotter. Alors, il paraît que les fiches
hein, les bulletins avaient déjà été imprimés. Donc, il y a, en fait, le moment de désistement était passé. Mais il n'y a que les, 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 les petits, hein, qui ont accepté d'aller au... Donc, tout le monde pensait, tout le monde non, des gens comme nous qui vivons ici, pensions que ça n'allait pas se faire parce que ça avait été boycotté. Bon, mais ça s'est fait avec très peu de voix. Hein. Ceux qui ont boycotté, d'une certaine manière, c'est leur problème. Avec très peu de voix, il est passé. Et même, ce qu'il y avait, c'est que je crois que la personne qui avait eu le plus de voix, hein, le deuxième, c'était une des personnes qui avait boycotté, qui avait dit qu'elle ne se présentait pas. D'accord. Hein, vous voyez, donc là, il était tout puissant. Donc on pouvait prévoir que lui, au moins, il va faire son deuxième mandat sans problème. Mais même lui, deuxième mandat, impossible. Il a été démis. Hein. Donc il y a des espèces de régularités comme ça. Vous allez dire, mais ça, c'est que le sens commun. Non, mais l'idée, c'est pas que le sens commun. C'est un peu, si vous avez lu un peu Bourdieu ou je sais pas quoi, pour simplifier un certain nombre de trucs, parfois vous avez l'impression que c'est des choses de sens commun. Quand il dit l'argent va à l'argent, c'est-à-dire que le capital économique va au capital économique. Ça veut dire que l'argent des riches va aux enfants des riches, d'une certaine manière. Le capital des riches. Enfin, hein, donc on va dire, mais on établit un fait, mais ce qui est le plus important, c'est de l'analyser, de le comprendre. Ce qui, pareil aussi, le capital scolaire va au capital scolaire. Ceux qui ont le plus de capital scolaire, ce sont les enfants de ceux qui ont déjà un capital scolaire. C'est-à-dire que ces espèces comment, de prédictions purement sociales qui peuvent paraître être que du sens commun, parfois permettre aussi de rentrer dans ces réalités sociologico, machin, mais à condition d'avoir un modèle théorique qui permet de les expliquer. Pardon. Je suis un peu intrigué. Je vois une chose là qui ressemble à ma place à un cafard, gros cafard, mais je ne sais pas si c'en est. Ah, ok. C'est un gris-gris. Ok. Une question quand même. Ouais. C'est quand même étrange, c'est qu'à chaque fois, c'est l'armée qui met tout ça en question. En fait, oui, alors. C'est pour ça que il faudrait repenser l'armée, voilà, le rôle de l'armée. Parce que euh, en Tanzanie, il y a l'élection, ben, un peu comme ce qui s'est passé au Cameroun et en Côte d'Ivoire. En fait, la présidente oui, la présidente qui était en place avait éliminé pratiquement tous les, les potentiels opposants qui étaient très forts. Mais quand elle a gagné avec, comme on disait, à la soviétique ou à la chinoise, donc il y a eu des tensions. Hein. Donc, mais bon, ce qui maintiennent l'ordre, c'est quand même c'est l'armée qui est toujours, voilà. Hein. Donc il y a ce rapport, voilà, hein, qu'il faut voir. Alors, donc, vous voyez, ça, les procédures à travers lesquelles tout se reproduit, où les choix s'effectuent, hein, ont à voir avec ce que j'appelais tout à l'heure les formes immanentes de gouvernement. Hein. Donc des manières de se conduire, de savoir euh, obéir
d'obéir à celui qui est autorisé. Voilà. Alors, donc, je disais que ces manières d'obéir, en fait, on peut les organiser en deux types. Voilà, disons que pourquoi vous voyez là Jacques Rancière et Weber, c'est aussi par rapport à ces deux auteurs-là que on a élaboré en fait cette idée des formes immanentes de gouvernement. Et donc là, je vais passer à la première forme, qui est la forme immanente de gouvernement social. Je ne sais pas s'il est là, parce qu'il ne faut pas que j'oublie. Pietro, si tu... Un moment, c'est envoyé Oui. après le séminaire, envoyé donc aux étudiants Rancière, Ok, les parties, pour qu'ils puissent voir un peu mieux. Voilà, d'accord. merci beaucoup. Voilà, donc je passe maintenant à vos souhaits. Alors, je passe maintenant aux formes donc de immanente de gouvernement social. Immanent ici, c'est seulement l'idée que ça va de soi. Alors, ces formes, on les a, à la suite des enquêtes, on les a élaborées. Donc, d'abord à partir des lectures de ces deux auteurs-là que je disais tout à l'heure, Rancière et Weber. Oh, voilà. Et ce que vous voyez en gras, c'est tiré vraiment de Weber. Alors, bon, ça aussi, si vous voulez. Ce que je vous dis là, après, si vous voulez les textes, vous pouvez m'écrire, je pourrais vous l'envoyer. Donc, par exemple, chez Weber, il y a trois. Il travaille sur les formes de la légitimité, ce qu'il appelle les formes de légitimité. Il en va de trois types, en fait, seulement de trois types, qui permettent de comprendre, en fait, comment on obéit à celui qui a autorité pour commenter. Donc, chez Weber, par exemple, vous avez l'égal rationnel, vous avez le charisme et vous avez la tradition. Donc, c'est un peu comme ça. Alors, donc, l'autre partie pour élaborer cette réflexion, c'est à partir de la lecture que fait Rancière des travaux des philosophes politiques, Aristote et Platon, pour y essayer de répondre à la question qu'est-ce qui fait quand on obéisse dans une société. Donc, ils voyaient un certain nombre de formes comme ça. Donc, on pouvait obéir, selon eux, on peut obéir parce qu'il est plus vieux, plus âgé. Et l'aînesse. On peut obéir parce que c'est eux qui m'ont engendré. On m'a engendré. C'est la filiation. C'est mon... le plus pauvre obéit au plus riche. Il est autorisé à commander. Le statut, c'est celui qui est le mieux né. C'est-à-dire, on n'est pas tous nés pareils. Il y en a certains qui sont nés dans la soie, et comme on dit, qui ont cuillère d'argent dans la bouche, et d'autres qui ne l'ont pas. Voilà, ça, c'est aussi. Alors, donc, etc., etc. Ça veut dire que on est autorisé à commander, non pas parce qu'on est le plus, je sais pas, beau ou je sais pas quoi, on est autorisé à commander en vertu de certains critères. Et ces critères, si vous voyez, en fait, renvoient aussi quelque part à des espèces d'institutions sociales, quelque part, à des
Weber dirait des sphères de vie. Par exemple, la filiation, quelque part, renvoie à la famille, à l'institution familiale, le modèle dans lequel ça fonctionne mieux. La richesse, par exemple, ça renvoie au marché, ça renvoie à l'entreprise, ça renvoie à cela. Le savoir, par exemple, ça renvoie à, à l'école, l'université. Vous voyez qu'en fait, ces formes-là d'obéissance irradient aussi des institutions qui sont nécessaires pour la reproduction de la vie sociale. OK? Et de fait, la, je sais pas comment, la légitimité ou la force de ces formes vient précisément du fait que ces institutions-là contribuent quelque part à la reproduction sociale. Je ne sais pas si vous suivez. Donc, en fait, ces formes, comme va dire Rancière, c'est quelque part, en fait, reposent comme sur une créance, sur une part du pouvoir social. C'est-à-dire qu'ils n'importent pas comme ça, ils importent parce qu'ils sont ancrés dans des institutions qui, voilà. Donc, voyez, alors. Donc, a priori, donc là, nous avons 8. Et ce qu'on voit aussi, et ça c'est beaucoup plus Rancière, qui insiste sur cette idée, c'est-à-dire que à travers ces formes et le fait que ça aille de soi, en fait, ce qu'elle va mettre en fiction quelque part, c'est je mets des guillemets, le lien presque naturel. C'est-à-dire que filiation, aînesse, force, tout ça, quelque part, c'est donné comme ça. Ça semble être en continuité avec la nature directement, mais les autres aussi. Je ne sais pas si ce point est clair. C'est clair. Alors, ces formes, comme je dis, ont au moins deux aspects. Elles sont hiérarchiques. Hiérarchiques, c'est-à-dire il y a toujours un qui donne l'ordre, et qui est donc en haut, a priori, et un qui obéit à l'ordre, qui est donc super. Il y a toujours cette relation. C'est pour ça qu'on peut dire que ce sont, si on dit ici des formes autoritaires, c'est seulement pour dire que ce sont des formes qui agissent en vertu d'une autorité qui est incarnée par quelqu'un ou d'autre. Donc, à partir du moment que c'est hiérarchique, c'est aussi, donc avec ces oppositions entre supérieur et inférieur, il s'intègre dans une structure. Alors, le deuxième point, c'est que chaque forme opère selon une logique propre. La richesse, peut-être c'est le plus facile, a ses propres lois. Le capitalisme a ses lois. Le savoir aussi alors, a ses propres lois. Et une manière, par exemple, de le montrer aussi, c'est qu'il y a des indicateurs de savoir, par exemple, qui peuvent être des diplômes ou tout ça. Tout ça fonctionne selon leur logique propre. Alors, donc, Pascal, par exemple, va dire que la tyrannie est
utiliser une des logiques pour agir sur l'autre sphère. C'est-à-dire, papa très riche va agir sur le fait qu'il est riche pour imposer, par exemple, ses volontés à ses enfants. Donc, on a là quelque chose qui relèverait de la richesse, qui va empiéter sur une sphère qui relèverait plutôt de la filiation. Donc, empiéter, tyrannie ici, c'est en fait un peu ça. De prévaloir dans une sphère d'une autorité qui n'est pas conforme à cette sphère. OK? Alors, et troisièmement, même si ces formes opèrent l'ordre social, ce qu'on va voir aussi, c'est que ces formes ont tendance à offrir des modèles d'organisation à toute la société. C'est ce que je disais ici. Le pouvoir des vieux, c'est la gérontocratie, par exemple. Donc on peut dire, pour Biya, c'est de la gérontocratie, si vous voulez. Les pouvoirs des riches, c'est quoi? L'autocratie. Les pouvoirs des intelligences et épistémocratie, et puis bon, les autres, voilà, etc., etc. Donc, quelque part, ça, c'est comme une organisation de là, le modèle, ça peut offrir de modèle pour toute la société. Alors, ça, c'est les formes immanentes de gouvernement social que je vous dis. Alors, maintenant, on va passer aux formes immanentes de gouvernement politique. Alors, ici, je vais aller vite. Il y a deux choses. Alors, si vous regardez, donc j'avais dit au début, donc il y a cette loi que la totalité est plus que la simple somme des formes immanentes d'autorité sociale. Et donc, ça veut dire que au-delà de la somme que constituent ou que construisent, que composent les formes immanentes d'autorité sociale, il y a une totalité au-dessus, qui les englobe. Et c'est cette totalité-là qui renvoie ici à la sphère du politique. Merde. Donc le politique ici, c'est pas que l'étatique. Pas que l'étatique. Alors, ici, il y a deux choses qui importent. J'en avais parlé rapidement la dernière fois. La première chose, c'est que pour avoir cette autorité, il faut d'abord être victorieux d'une épreuve, dans une épreuve. Donc, grosso modo, on peut dire, par exemple, le vote peut être cette épreuve-là. Si je sors victorieux du vote, alors je deviens celui qui était avec vous là. Je deviens tout de suite quelqu'un d'autre. Et vous allez m'obéir en vertu du fait que j'ai gagné le vote.
OK? Je ne sais pas ce que vous voyez, ce que je veux dire par là. Ce que je veux dire par là, tout simplement, c'est que l'épreuve, à la mesure où ça nous qualifie, en fait, c'est que une forme vide d'une certaine manière. Il marque seulement la différence entre celui à qui nous allons consentir politiquement et nous qui allons consentir politiquement. Et c'est là où il y a le deuxième aspect de cette forme immanente de gouvernement politique, et c'est peut-être là aussi en quoi ça paraît comme immanent, c'est que pour être effectué, pour être réalisé, pour être concrétisé, cette forme, en fait, le fait, je vais mettre que des formes, des formes, des formes. En fait, le fait comme s'il était une forme immanente de gouvernement social. Je veux dire, Biya peut, on peut dire, il peut gouverner comme papa. Alors, celui qui s'est fait éjecter du, de Madagascar, comme c'était un entrepreneur, on peut dire qu'il le gouverne euh, comme riche. Hein. Alors, il y a des pays où on peut dire que c'est les fils d'eux qui gouvernent, hein, donc ils gouvernent comme fils d'eux. Donc, ça donne l'impression que quelque part, il y a une, un- ce qui va lui donner du contenu, c'est cette forme immanente d'autorité sociale à partir de laquelle on se construit la fiction qu'on est gouverné à partir hein, de cette forme-là. Alors, donc, c'est or ce que je dis ici aussi, c'est que cette opération-là, c'est ce que on va appeler donc la conversion de la forme immanente de gouvernement social en forme immanente de gouvernement politique. Et c'est cette conversion que je vous ai dit la dernière fois, c'est cette conversion qu'opère précisément le fait électoral. Alors, qu'on croit que Biya est papa, donc on croit que cela relève de la filiation, par exemple, hein, du mode d'obéissance conforme à la filiation, ne veut pas dire que ce soit réellement le cas. Hein. Ça veut dire que ce n'est pas une simple transposition de la forme sociale à la forme politique. En fait, il y a tout un travail social qui va faire que ce mode-là, et pardon, cette forme, va apparaître comme la forme. Euh, un travail de la société, dans ce fameux choix. C'est à l'intérieur de ce fameux choix hein, que les formes, bon, là on verra que les formes immanentes, en fait, telles qu'on va, la totalité va consentir à obéir. En fait, c'est là-dedans que, en fait, au même moment qu'il y a peut-être il y a l'épreuve, c'est à ce moment-là aussi qu'il y a la,
la sélection d'une des formes immanentes qui peut être convertie. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, mais ce n'est pas effectivement seulement à une forme sociale qu'on trouve là. Puis vous avez, vous vous souvenez de tout à l'heure, je disais que chaque forme immanente de gouvernement social avait sa logique propre. Donc, ici, on a l'impression que c'est une forme immanente qui se retrouve. C'est la logique de la forme immanente qui va se retrouver en haut et qui va s'imposer sur les autres formes immanentes d'autorité sociale. En fait, ce n'est pas le cas, précisément parce que ce n'est pas la simple transposition que je disais tout à l'heure. C'est pour ça que ça ne relève pas de la tyrannie. Alors, bon, il y a la dernière idée peut-être qui est difficile à saisir, mais en fait, il faut la saisir en opposition avec les formes de gouvernement social. Vous vous souvenez que la forme de gouvernement social, quelque part, organisée autour de l'opposition entre quelqu'un qui commande qui est en haut et quelqu'un qui obéit qui est en bas. Donc en vertu de, de, de cette règle-là. Et cette organisation ou cette imposition, la justification, quelque part, se voulait un peu naturelle. C'est-à-dire que cette différence sociale, elle se justifie parce qu'elle est fondée en nature. Or, ici, on voit que la justification n'est pas fondée en nature puisqu'elle est fondée sur cette épreuve-là, qui repose précisément sur une espèce de fragilité de la société elle-même pour se reproduire. Donc déjà, la première chose, c'est qu'elle n'est pas fondée en nature. Donc, quelque part, on n'est pas seulement dans cet ordre de la hiérarchisation. Ça, c'est une façon d'aborder le principe d'égalité. Et c'est aussi précisément l'autre chose que j'avais dite la dernière fois. Mais je l'avais dit comment? Je ne me souviens même plus. J'avais pris l'exemple du tirage au sort, si vous vous souvenez. C'est-à-dire que quand on a besoin de sélectionner celui qui va gouverner la totalité, alors le choix ne se fait pas seulement pour... Ça peut, hein, mais si ça se fait comme ça, bon, il faut réfléchir à ça. Mais a priori, le choix ne se fait pas seulement pour favoriser les porteurs. Là, je suis un peu simple en disant comme ça, hein, pour favoriser les porteurs ou ceux qui incarnent une forme d'autorité sociale sur les autres. Donc c'est pour ça que je disais, par exemple, si on doit choisir entre nous ici celui qui va nous incarner notre être en tant que groupe social ici, alors, a priori, on pourrait... Il y a certaines personnes ici qui ont plus d'autorité que d'autres. Et puis ça dépend. Hein. Moi, j'aurais une autorité par rapport à
au capital culturel. Franck aurait une autorité par rapport au capital de l'âge. Vous pouvez avoir une autorité en fonction de l'âge aussi, mais dans l'autre sens. Puisque le monde change, voilà. Hein. Donc, spontanément, on pourrait dire, bon, c'est le vieux. On peut dire, ah, c'est le plus diplômé. Donc, moi, qui vais. Alors, mais ça cache, en fait, une opération qui est la suivante. Pour que ça puisse marcher vraiment, on reconnaisse celui qui va être choisi comme étant notre représentant, il faut qu'on neutralise, en fait, ces différents éléments qui rappellent le gouvernement immanent social. Et à ce moment-là, je vous disais que le tirage au sort était un très bon exemple. Parce que dans le tirage au sort, par exemple, on va mettre tous nos noms dans un chapeau. Ça veut dire quoi les noms? Même si nos noms pouvaient avoir une différence, quand même. Hein? Si je m'appelle Bazengissa Ganga, ce n'est pas la même chose que si je m'appelais Bazengissa de Ganga. Hein? Donc là, ce serait la noblesse congolaise, je ne sais pas quoi. Hein? Bazengissa. Ok. Bon, mais n'empêche que quand on va mettre dans le chapeau, Dupont ou Monsieur De, tous ces noms vont être amenés au même truc. Et une main innocente ou pas innocente va rentrer dedans et va sortir alors. Donc on est au même niveau. Donc là, vous voyez que ce qui compte à ce moment-là, c'est le principe quelque part d'égalité, mais égalité ici dans le sens de, mettre guillemets, de négation de ce principe de hiérarchisation. Et ce n'est qu'après que le principe de hiérarchisation va marcher. Dans l'exemple du tirage au sort, on prend ce que tu m'as dit, peut être après à déterminer si les conséquences. C'est-à-dire que le tirage au sort, on va tirer celui qui est inculte, qui est pervers, qui est tout ce que tu veux. Oui. Vous avez après les conséquences, ça va être qu'il ne va pas rester en place. Et qu'est-ce que tu en sais? Biya, il est complètement inapte à bouger ou tout ça. C'est pas lui qui gouverne, on sait bien. Non, il gouverne, c'est lui qui gouverne. Gouverner et prendre part au fait de gouverner. Hein, c'est un peu ça. Macron, qui ne respecte pas les règles, écoute, on se demande mais comment on fait pour le démettre? On essaye. Oui, mais c'est ce que je dis. On essaye. Hein, on essaie de trouver, mais bon. Trump, le premier Trump, hein, on essayait de trouver. Non, ce que je veux dire, les conséquences, un peu comme je disais tout à l'heure, hein, c'est dans les vies. Hein. Il y a un terme que tu n'as jamais utilisé dans tout ce qui est conscience large. Me interpeller, c'est la perversion. Oui, mais en fait, c'est parce que je me situe à un niveau qui est celui d'un collectif, tu vois. C'est-à-dire que l'autorité, les formes autoritaires, par exemple, ça avait été développé après les Weber
par ceux qui vont être les promoteurs de l'école de Francfort, et ils vont l'une des questions, c'était comment les Allemands, qui sont éclairés, ont pu reconnaître ou choisir ou sélectionner, comme je dis, Hitler. Comment ils ont pu choisir, hein? Pour l'identification. Non, mais ça, c'est une des hypothèses, par exemple. Mais les autres, c'était ce qu'ils appelaient l'homme autoritaire, c'est-à-dire, hein, il y a production d'un type d'homme, alors, par la famille. C'est pour ça que si on lit les travaux empiriques de l'école de Francfort, c'était des travaux sur la famille. Bon, la famille. Et puis Fromm a travaillé avec eux au début, donc c'était vraiment dans ce cadre. Hein, tu vois. Mais c'est après que, quand cette première école part, et puis tu as maintenant les freudo-marxistes et les machins qui prennent le relais et qui essaient d'analyser ça. Autrement, l'homme unidimensionnel ou des choses comme ça. Hein, c'est-à-dire que ça se pose, c'est-à-dire que on peut être dans un système le plus rationnel, le plus éclairé, où on dit que nous sommes les plus intelligents du monde, et on va prendre la personne la plus brutale. Donc, bon, ok. Donc, c'est pour ça que vous vous souvenez, je disais que la définition qu'on pouvait avoir maintenant sur l'élection, c'est précisément ce dispositif qui va convertir les formes immanentes de gouvernement social en formes immanentes de gouvernement politique, mais pas toutes les formes. Alors, il le fait comment? Mais il ne le fait pas de manière euh, aléatoire. Et c'est ces processus-là qu'on essaie de cerner à travers ce qu'on appelle tous ces processus, en fait, prennent des formes narratives. Et c'est ces formes narratives-là qu'on va comment cerner à partir de ce qu'on va appeler, nous, les intrigues électorales. Intrigue, c'est d'abord un outil heuristique de recherche, hein, alors qui est élaboré ou en sociaux, ou en histoire, en philo. Donc là, je prenais euh, deux auteurs. Le premier, c'est Ebbot, qui, Andrew de son prénom, alors, qui dit que la narration est la structure de ce qui est articulé en séquence. C'est-à-dire ce qui implique un enchaînement, un ordre et une convergence. Alors, il dit aussi que la dynamique sociale est organisée de manière narrative, c'est-à-dire est organisée de manière séquentielle. Et ce n'est pas seulement notre manière d'en parler. C'est-à-dire il y a des choses qui arrivent en suivant une séquence. C'est un peu la même chose que développe aussi Ricoeur dans ses 3 livres, Temps et récit. Alors, où, chez Ricoeur, il dit que la mise en récit, en fait, signifie la mise en sens de l'expérience humaine et du temps. Et puis, donc, le récit, c'est une manière de mettre ensemble des événements, hein,
de les articuler, de les mettre ensemble dans un tout qui permet en fait de suivre leur comment ils se mettent disons en place. Donc c'est pour ça qu'il dit de les suivre comme une succession qui articule un début, un milieu et une fin. Alors, ce qui est important ici, c'est l'idée de que l'intrigue ici, c'est quelque chose qui est élaboré par le chercheur, par celui qui travaille. Hein, qui est élaboré en scrutant l'ordre qui organise les faits sur lesquels il travaille. Et c'est cette idée-là qu'on a transposée en fait sur le fait électoral, en disant que ça doit être aussi suivre des séquences et ça doit aussi avoir d'obéir à certaines sortes de narrativité. Mais bon, je vais essayer de revenir pour être un peu plus clair. Alors, c'est-à-dire que durant nos enquêtes, on s'est dit, à partir du moment que l'élection ne se réduit pas qu'au vote, il faudrait en fait considérer l'élection comme un tout, avec un milieu et un début, un milieu et une fin. Et le début, pour l'instant, n'est pas stabilisé. C'est ce qu'on appelle l'ouverture. C'est-à-dire que chaque société vit un moment, un ou plusieurs événements qui vont marquer le fait que les citoyens, si vous voulez, ou d'autres personnes vont se rendre compte que maintenant, on est engagé déjà dans la procédure de sélection de celui qui va gouverner politiquement. C'est-à-dire que, puisqu'on ne reste pas au niveau de la centralité du vote, souvent on reste au niveau de la centralité du vote, on va dire que ça s'ouvre au moment où on ouvre la campagne électorale, ce qu'on appelle la campagne électorale. Or, chez nous, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire qu'il faut déterminer toujours un événement qui va dire qu'on commence. Bah, si vous avez regardé le texte que je vous ai envoyé avec Pietro, ça c'était le cas au Congo-Brazzaville, donc pour les élections de 2016. Donc, je rappelle rapidement, Sassou Nguesso avait été revenu au pouvoir en 1997. Et quand il est revenu au pouvoir, il a passé bien entendu quelques temps de transition. Et après, donc, il y avait une nouvelle constitution qui avait été votée et promulguée. Et dans cette constitution, il était entendu que le mandat présidentiel durait 7 ans et qu'il était limité à 2. Donc, ce qui faisait, si je compte bien, 14 ans. Alors, son mandat devait finir en 2016. Bon, les Congolais
se disent, ben, c'est fini, on va passer à autre chose que du Sassou. Mais vers la fin, je crois, de 2014, on commence déjà à entendre, hmm, oui, et si on révisait, en fait, Sassou, c'est quand même l'homme de la paix. Sassou, c'est quand même celui, hein, voilà, on commence à avoir des discours comme ça, et donc, mais pourquoi il ne continuerait pas? Donc, pour ça, il faut réviser la Constitution. À la suite de ça, il va y avoir des, des manifestations, surtout contre. Hein. Et puis, les slogans qu'il y avait, c'était «ça suffit». Et puis, il y avait des relations avec les autres mouvements, dans les, comme au Sénégal, les ballets citoyens ou des choses comme ça. OK? Alors, ici, on fait l'hypothèse que c'est à ce moment-là que s'ouvre la compétition électorale. Alors, donc, il faut dater précisément. Et cette ouverture prend fin au moment où on va précisément ouvrir la campagne, et officiellement, ce qu'on va appeler la campagne électorale. C'est-à-dire que ici, pour l'ouverture, on n'a pas, comment? Pour l'ouverture, il faut définir la date de départ et la date de fin est déjà définie d'une certaine manière, puisqu'elle est définie officiellement. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant hein, toute cette période? C'est là-dessus aussi qu'il faut travailler. Parce que vous savez, par exemple, à ce moment-là, les gens, beaucoup vont dire, ah, vaut mieux que je quitte la ville pour aller, comme on dit, pour aller pour moi, comme on dit, au village. Hein. Parce qu'en ville, ça va, dès que les résultats vont être dans la... Donc, vous commencez déjà à voir des choses. Hein. Donc, vous savez que là, vous êtes rentré dans ce moment terrifiant. Alors, ça, c'est la première séquence. La deuxième séquence, qu'on va appeler le vote, bon, peut-être qu'il faut qu'on change de terme maintenant, c'est toute la période qui est définie précisément par l'État, hein, de manière administrative, qui commence avec l'ouverture de la campagne dite électorale et qui prend fin avec la date de la proclamation des résultats. Ça, c'est la deuxième séquence. Et la troisième séquence, où on a le début qui est à peu près défini, puisque c'est la date de la proclamation, mais jusqu'au moment où, en fait, celui qui a été élu va dire que du coup, il va être adoubé, quoi. Hein, ça va être reconnu. Mais alors, ici, l'idée, hein, c'est que celui qui va être adoubé n'est pas forcément celui qui a eu le plus de voix. Ça peut être quelqu'un d'autre. Là, Cameroun, ils sont en train de discuter. Il paraît que celui qui avait donné les voix, là, avait même fait une erreur. Il avait dit quelque part, je ne sais pas, 3 soit 8 voix. Puis il a dit tant de, tant de pourcentage. Et les gens disent, mais même ils disent n'importe quoi. Pour que ce soit vrai ou pas, mais hein, toujours est-il que ce moment, ici, qu'on appelle guerre électorale, hein, il peut être plus ou moins long. Hein.
guerre, pas seulement parce qu'il y a affrontement. Guerre, c'est parce que ça met en branle tous ces mécanismes de possible, potentiel de dissolution de la totalité politique. Et donc, comment le refrain. La prochaine fois, il faudrait fermer là-bas, hein, parce que des gens rentrent, voilà, hein, ils croient que les élections, c'est une grande foire. Alors, donc, ça, c'est les séquences. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on s'est aperçu que les formes, que ça ne se fait pas n'importe comment aussi, que les narrativations vont, j'allais encore dire forme. Bon, mais pour aller vite, hein, puisqu'il est presque quart, et donc je peux avoir lâcher un peu le langage. Hein, donc je peux redire forme. Hein. Donc en fait, ça va se conformer à certains types. Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est ces types-là que nous allons appeler plus précisément des intrigues électorales. Et donc là, c'est pas spécifique à un pays. Oui, c'est-à-dire que on va s'apercevoir qu'il y a pour ça que c'est comparatif. Il y a un type qu'on peut retrouver dans des pays différents. Par exemple, alors, ici maintenant, au début, on appelait ça, le premier type, on appelait ça, par exemple, le zombie au pouvoir. C'est-à-dire, c'est le type où celui qui gouverne est tellement vieux ou malade, incapable de se mouvoir. Mais, donc les pays en question, c'est des pays africains. Oui, là pour l'instant. Non, on élabore d'abord sur les pays africains. Donc ici, par exemple, quand je disais ces types rendent compte de plusieurs expériences, hein, ce qui importe ici, ce n'est pas seulement qu'ils rendent compte d'un cas spécifique. Il nous permet de comprendre le cas spécifique quand on le confronte à ce type, hein, à ce que nous dit ce type. Donc, par exemple, dans le premier, ce qu'on appelle intrigue électorale, donc on avait le cas du Zimbabwe, le cas du Cameroun, le cas de l'Algérie, par exemple, hein, où pendant longtemps, voilà. Et puis, bon, comme ça, on avait aussi des cas où l'ancien chef du parti unique était parti et revenu. Parmi tout ça, il n'y a que Sassou qui est resté. Vous avez aussi là où il y avait des technocrates, hein, qui sont revenus. Donc, et puis vous avez le type où celui qui gouverne, c'est le fils de l'ancien chef. Donc c'est là où j'ai mis au nom du père, comme Gabon, RDC, Kenya, Togo. Là, je ne sais pas, mais j'arrive pas à lire moi-même. Mais bon, mais ça c'est une énigme. Oui, non, ici c'est sacralisation du vote. C'est certains pays où on a l'impression. C'est Sénégal, c'est ça? J'ai mis Sénégal. Oh, c'est jaune, on aurait pas dit. Oui, mais c'est ça que j'ai lu là, sacralisation du vote. Bon, parce que pour l'instant c'est une énigme. Hein, je n'arrive pas encore à bien pénétrer ça. Voilà. Et après, j'ai mis l'esprit du capitalisme, c'est là où il y a des entrepreneurs comme Bénin, Madagascar,
un certain nombre de pays comme ça. Alors, il y a parfois, il faut se laisser aller, être un peu poète, hein. Que vive le corps du roi. J'ai mis Madagascar ou Swaziland. Pourquoi Madagascar? C'est-à-dire qu'en fait, c'est des pays où la centralisation était déjà faite dans le cadre des royautés et que le système colonial n'a fait que s'appuyer grosso modo sur cette centralité qui s'était faite. Et que c'est comment? Donc on voit aussi des formes qui se rappellent en fait ce mode de gouvernement. Oui, en plus, c'est intéressant quand on parle là, de Paris. Mm. C'était des reines. Ouais, c'était des reines. Ouais. Là, il y a le palais de la reine, oui. Et le Premier ministre, souvent, c'était un homme. Alors, alors, coup d'État, ici j'ai mis que Gabon, alors qu'on peut me dire les pays de l'AES, tout ça, mais pourquoi j'ai mis Gabon? Parce que c'est ceux qui sont liés avec le fait électoral. Au Gabon, hein, comme on a dit, nous, avec notre modèle, on a eu raison que pendant 30 minutes. Et au bout de 30 minutes, hein, les militaires sont intervenus. Mais là, c'est lié avec. Hein. Bon, alors, par rapport à ce qui se passe dans l'AES, il faudrait savoir est-ce qu'il y en a qui sont liés hein, au fait électoral, je ne sais pas encore. Voilà. Hein. Et puis, les derniers, c'était l'étatisation de la machine de guerre. C'était quoi? En fait, souvent, c'est des pays où celui qui a la tête, en fait, une de ces autorités, hein, c'est le fait qu'il ait participé à la guerre ou de libération ou de je sais pas quoi. Au Rwanda, Kagame, c'est celui qui est sorti vainqueur de comment de l'après génocide des Tutsis. Et depuis d'ailleurs, il est là. Hein. Allez lui dire, hey, laisse la place aux autres. C'est inimaginable. Ok? En Ouganda, plus, plus vieux que Kagame, c'est Museveni. Il est toujours là. Hein? Oh, bah, écoute, c'est avant les années 90. Hein. Il est toujours là. Bon, on ne se rend pas compte, on est là. Ah, les deux. Bon, le Tchad, pareil. Et d'ailleurs, même, il était obligé, Déby par exemple, d'alimenter toujours cette image de lui, d'aller au front. Et si vous vous souvenez, il s'est fait tuer au front. Et qui est-ce qui est élu, machin? C'est son fils. Alors, et puis, en Angola, Jean Laurent est un ancien de la guerre de l'indépendance qui avait pris la place de Dos Santos. Donc, c'est ça. Alors, et je vais finir là. Donc, je disais que c'est construit de manière comparative, que ce n'est pas qu'un pays, c'est la rencontre des pays. C'est pour ça que je dis ici que l'intrigue ne détermine pas un destin pour un pays, l'intrigue électorale, mais est un modèle qui permet de saisir les dynamiques politiques. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas penser que c'est la réalité, un modèle. Et après, comme il y en a 9 ici, hein, on peut dire qu'ils constituent un ensemble à partir desquels ils signifient les uns par rapport aux autres. Donc on verra que c'est là-dedans, par rapport à ça, qu'il faut les comprendre. Et là, je finis sur ce point. Et
Bon, mais là, la symétrie est que provisoire. Vous savez que dans les formes immanentes de gouvernement social, il y en avait 9. Là, les formes immanentes de gouvernement politique, on ne sait pas, à part l'épreuve pour qualifier, on ne sait pas quelles sont les autres, formes, à part la forme. En fait, c'est une forme vide, quoi, quelque part. Alors, donc, j'ai l'impression que pour travailler maintenant de manière narrative dans cette histoire de conversion, forme immanente en forme politique, alors, donc, on peut être maintenant un peu plus précis, c'est-à-dire que la conversion de 9 formes immanentes de gouvernement social potentiel. Quand je dis potentiel, parce que toutes les formes immanentes du gouvernement social ne sont pas convertibles. Ça, c'est autre chose. Et ils sont convertibles dans le cadre, pour l'instant, de 9 intrigues électorales. Et c'est là que c'est converti en fonds politique. 9 là, surtout pour les intrigues électorales, parce qu'on a c'est seulement ceux qui ont été stabilisés, et on n'a travaillé que sur 11 pays alors qu'il y a 50. Alors qu'il y a 50, et voilà. Donc, essayer de peaufiner. Voilà, grosso modo, ce que je pouvais présenter. Donc, ça, c'est la partie qui... Donc, vous pouvez maintenant repartir sur les textes que je vous ai donnés. Par exemple, je pense que c'est clair mieux si vous lisez le texte fait avec Pietro. En fait, c'est ce que je viens de faire, c'est un commentaire de ça. Et puis, voilà. La prochaine fois, c'est Pietro qui va vous présenter. J'aurais préféré que ce soit la fin, mais bon, mais il y a des, comment? Il y a des impératifs, et puis voilà. Il reste 7 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que je vous ai tellement bien abattu qu'il n'y a pas de questions? Oui. La RDC, vous avez du père au fils par rapport à Kabila. Ouais. Étatisation. Oui. Oui. Non, mais parce que, bon, déjà d'un côté, c'est encore une réflexion en cours. Et puis, si on passe de... En fait, la RDC, ce qui m'importait aussi, c'est le passage de Tshisekedi et Kabila et Tshisekedi. Tshisekedi est aussi un fils d'eux. Et Kabila aussi. Voilà. Quelque part, comme je disais, c'est pas un destin. C'est-à-dire qu'il y a... Et là, votre question est importante. Ça veut dire qu'il faut, effectivement, est-ce qu'il faut, quand on mobilise un pays, est-ce qu'il faut, à ce moment-là, ne plus l'utiliser d'ailleurs? Et alors, mais comme je disais tout à l'heure que les intrigues étaient construites de manière comparative, peut-être que on peut effectivement le remettre aussi dans l'étatisation de la machine de guerre. C'est-à-dire que quelque part, de Kabila père à Kabila fils, il y a aussi quelque chose à voir avec l'étatisation de la machine de guerre. Mais de Kabila fils à Tshisekedi, c'est comme le passage entre deux fils d'eux. Et que même sous Kabila, c'est vrai que ce qui était extraordinaire, c'est que sous Kabila 1, il y avait le Mbemba. Mbemba lui-même, il était fils d'eux. C'est le fils des patrons des patrons. Ok, merci. Bon, ok, bon.
Ok. Bon, aujourd'hui, ah, 15, non, oui, il y a le 11. oui, il y a le 11 novembre, donc voilà. Bon, merci Pietro, et donc à bientôt. Donc, il y a le 11 Merci à novembre. vous. Je vais envoyer alors le texte de Rancière. Est-ce que Voilà. vous voulez que je mette aussi, parce que vous l'avez mentionné, Paul Venn? Tu peux mettre toujours Ok. pour. Merci. Merci à vous. Bon après-midi. Merci. Au revoir.